Bonjour et bienvenue dans cet épisode de L'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager au sujet de Bitcoin. Aujourd'hui, et pour la première fois, je reçois deux invités. Donc, David Oren de Solarly, qui fait dans l'énergie solaire dans les pays d'Afrique, Bonjour à tous. et Richard Détente, entrepreneur et par ailleurs fondateur de Grand Angle Crypto. Donc, c'est un média francophone majeur traitant du Bitcoin, à mon sens. Et tous les deux, ils ont fait partie de la délégation de Bitcoiners qui a été invitée à Bangui, en République centrafricaine, le mois dernier. Ils ont eu l'honneur de rencontrer différents acteurs du domaine pour discuter du sujet. Donc, David, Richard, bonjour. Je vous laisse vous introduire et puis nous dire les raisons de votre séjour à RCA et puis nous donner vos premières impressions de la Centrafrique pendant le séjour. Eh ben, introduis-toi, David. J'allais dire la même chose pour toi. Bonjour à tous, je m'appelle David. Je suis le cofondateur de Solarly et entrepreneur dans d'autres types de projets. J'exerce donc dans l'énergie solaire en Afrique centrale principalement. On a commencé par le Cameroun et on a maintenant étendu nos activités dans d'autres pays. Par ailleurs, j'ai vécu pas mal de temps de mon enfance et de mon adolescence sur le continent africain, en passant par la RDC, le Niger, le Cameroun, le Kenya et d'autres pays. Et donc, on a fait partie de la première délégation des 6 bitcoiners, mais qui était backée par beaucoup d'autres gens qui seront sur le terrain par la suite en RCA. Et nous, on a pu rencontrer donc différents officiels, mais aussi la société civile, certains commerçants. Et donc le but était d'un côté de pouvoir comprendre ce qui se passait en RCA, d'avoir le point de vue du président sur sa décision de mettre en place le Bitcoin comme monnaie légale, et de pouvoir parler à ses officiels, et en même temps de pouvoir sensibiliser les commerçants et les gens qu'on a rencontrés sur place à l'utilisation du Bitcoin par l'installation d'un wallet, par l'explication de ce que c'est le Bitcoin, ce que c'est le Layer 2 du Lightning Network qui permet de faire des transactions rapides et presque sans frais. Et donc voilà, c'était pour premièrement prendre la température du terrain, voir un peu ce qui se passait sur le terrain et voir si on pouvait, par l'expérience que chacun de nous avait, pouvoir supporter cette initiative en RCA. Eh ben, moi, c'est Richard Détente. Donc, j'ai commencé effectivement par fonder Grand Angle, qui est une chaîne YouTube de macroéconomique, finance. Et puis ensuite, j'ai créé Grand Angle Crypto avec Guillaume, mon associé. Et là, on passe une autre étape de création de société, mais d'un type différent, avec des produits à vendre. C'est-à-dire, on va faire de l'immobilier en Turquie tokenisé, et on va faire aussi de la tokenisation de containers de mining de Bitcoin avec les copains de Realty et Sébastien Gouspillou. Là, tu Donc nous donnes voilà. des exclus, Richard. Hein? C'est une exclue, là, l'info. C'est en train, on a commencé à teaser, et là déjà on a la première page sur cleansatmining.com où les gens peuvent mettre leurs emails pour être tenus au courant de quand ce sera prêt. Je le fais directement parce que ça je ne savais pas. Parce que il y a 2-3 problèmes législatifs pour arriver à mettre tout ça sur place, mais là on commence à en voir le bout, donc on doit créer la société la semaine prochaine. Et pour Crypto Imo, donc la tokenisation d'immobilier en Turquie, et ben là on est sur la fin, on va procéder à la levée de fonds d'ici 1 ou 2 semaines, le temps de mettre en route. Mais là on a toutes les autorisations, tout est calé, on a les wallets qui sont prêts, etc. Donc là on va lever on doit lever 8 millions d'euros sur Crypto Imo, et puis sur CleanSat Mining on verra. Mais voilà, l'idée en fait c'était de dire que jusqu'à aujourd'hui j'avais une position de médias, d'analyse fondamentale sur les médias, et puis j'expliquais ce que je faisais pour gérer mon patrimoine à moi. Et là l'idée c'est vraiment de développer des produits en fait pour passer à une autre échelle.
Et effectivement, on a eu la chance, alors c'est sur l'initiative de Sébastien Gouspillou qu'on a pu s'introduire dans le groupe, dans la délégation de Bitcoiners pour la RCA. Et on a pu effectivement rencontrer pas mal de membres du gouvernement, le président, les gens du Conseil économique et social. Et puis avec David, donc ça c'est pour la partie politique de la mise en place de Bitcoin dans le pays, politique et technique. Et puis avec David, on a trouvé important d'aller se balader en ville pour voir quels sont les problèmes concrets que Bitcoin peut résoudre. Parce que Bitcoin, c'est des enjeux macro, géo, mondiaux, tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout et avant tout quelque chose qui change la vie des gens dans un certain nombre de pays. Et on voit notamment que l'adoption de Bitcoin est la plus grande dans les pays qui ont les plus grandes difficultés avec leur monnaie. Donc c'est pas innocent que ça commence par le Salvador et la RCA, c'est même tout à fait logique. Donc non, c'était chouette. Puis avec David, on prépare autre chose pour le Cameroun aussi, donc on compte pas s'arrêter tout de suite là. Ah, mais c'est top ça. C'est que le début. Ouais. Ok. J'avais pas fini de nous voir. Non, mais On va traîner nos culs de blanc dans toute l'Afrique. non, mais c'est intéressant. Et puis j'ai vu la vidéo, le retour que vous avez fait de votre escapade. Et il y a 2-3 sujets que je voudrais qu'on creuse, pardon. On va y arriver. Mais avant ça, sur la forme et l'annonce de la RCA, j'ai 2 questions. Je dois avoir votre avis dessus. Il y avait un certain flou, en fait, autour de la loi. On savait pas trop si la loi, elle était spécifique Bitcoin ou crypto en général. Est-ce qu'on est fixé maintenant? Enfin, est-ce que pendant ce séjour-là, vous avez pu avoir la confirmation que c'est bien Bitcoin et c'est pas les cryptos de façon générale? Bah ça, c'est flou. Nous, on l'a vu quand on est allé sur place. Il y a le président qui a l'air d'avoir, donc Faustin Archange-Touadéra, il a une compréhension profonde de la technique de Bitcoin, puisqu'il est mathématicien en mathématiques quantiques et cryptographiques, donc il est pile dans le sujet. Donc voilà, il faut pas le prendre pour. Il a compris ce que c'était que l'objet. Et il a un plan, j'ai envie de dire. On a bien compris qu'il avait un plan, mais après, il n'est pas encore dévoilé. Et les membres, les personnalités qu'on a rencontrées, soit ne peuvent pas le dire, soit ne veulent pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, donc c'est pas clair, mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit pas fait exprès. Ça, c'est mon ressenti. David, tu as eu le même ou? Mais écoute, comme Richard a dit, le président Touadéra, c'est quelqu'un qui sait où il va. Les phases de son plan sont, je pense, beaucoup plus définies dans sa tête que ce qu'on peut imaginer. Il s'entoure de gens qui sont compétents et qui vont soutenir son initiative. C'est un plan, ce qu'on sait, c'est que c'est un plan sur 28 ans qu'il veut mettre en place. Et oui, je pense pas que ce soit une lubie qui sort de nulle part. Il a connu le Bitcoin, je pense, si je ne me trompe pas, en 2015, où il a commencé déjà à rédiger des papiers dessus. Ok. Voilà, c'est une personnalité qui comprend et qui sait où il va par rapport à cette initiative de mettre le Bitcoin comme monnaie légale. Nous, on a surtout pu écouter, prendre la température, comme j'avais dit, mais aussi faire des recommandations pour bien faire comprendre, comme Richard le dit assez souvent dans sa vidéo. Il y a le Bitcoin qui est la monnaie, et puis tu as, toi aussi, Prince, j'ai déjà entendu dire ça, mais bon, après, tu as les cryptos qui sont au mieux des projets d'entreprise, des projets entrepreneuriaux qui vont se mettre petit à petit en place, mais que on n'a pas besoin l'État n'a pas besoin de s'en préoccuper pour que ça se passe. Il faut vraiment que l'État, et ce sera la même chose pour tous les États qui vont prendre le Bitcoin comme monnaie légale, mais donc le gouvernement doit se préoccuper de la monnaie. C'est son objectif, c'est son rôle, et le reste, c'est le rôle de la société économique et civile sur le côté. Mais parlant du projet, j'imagine que là, vous faites référence au projet Sango. C'est ça qui a été publié il y a pas longtemps, c'est bien ça? Bon, personnellement, moi, j'ai toujours pas compris exactement ce que c'était le projet Sango, donc j'en parle pas. Bon. Et d'ailleurs, j'avais Daniel Coquendo ce matin
Et je disais, mais c'est quoi les contours, les trucs? Il me dit, ah, on verra plus tard. Voilà, donc je suis pas sûr que le fait que ce ne soit pas très clair, ce soit un hasard. Parce que c'est ce que nous a dit en personne le président Touadéra. Il nous a dit, écoutez, mes orientations, pour l'instant, je les garde pour moi. Considérez que vous êtes libre de faire, de dire, d'étudier, d'écouter, de proposer, et j'arriverai plus tard. Voilà, je vous expliquerai comment je vois les choses. Mais en gros, il y a vraiment une première étape, et moi, des échos que j'ai eus, ils reçoivent beaucoup de propositions d'entrepreneurs divers et variés pour faire des choses. Et quelque part, c'est pas non plus idiot de se dire, bah, on va lancer le truc en disant, allez hop, Bitcoin monnaie légale, crypto, zéro taxe, zéro machin, contexte favorable, venez et faites. Et puis après, on va compter les troupes, on va voir ce qui vient, et puis on adaptera en fonction. Donc voilà, ça, c'est le côté politique, en fait, et c'est pile leur métier, quoi, le gouvernement. Donc après, nous, le message qu'on a vraiment rappelé, c'est ce que dit David, c'est de dire Bitcoin, c'est la monnaie, donc c'est les prérogatives de l'État. Et ça, c'est clé, les infrastructures, tout ce qu'on veut. Par contre, pour le reste, laissez faire les entrepreneurs. Après, je ne sais pas ce qu'ils feront, ça leur appartient. Mais nous, notre message dans la délégation, c'est ça. Ça me paraît assez clair que c'est pas clair. C'est clair dans l'esprit du gouvernement. Après, c'est clair aussi qu'il ne veut pas mettre tout son plan sur le devant de la scène, c'est phase par phase. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas clair. On peut juste dire on n'est pas au courant. On n'est pas au courant, mais eux savent où ils vont. Exactement, c'est le sentiment qu'on a. Ouais. Ok, je vois. Non, mais de toutes les façons, la perception que moi, les convictions que je me suis faites de Bitcoin, enfin, c'est pas forcément à l'État de porter l'adoption vers la population. Je veux dire, ils peuvent le faciliter, mais le bien fondé, tout l'intérêt de Bitcoin, c'est qu'on n'a pas besoin de l'État pour l'utiliser. Donc, pour moi, tant que la population s'approprie le sujet et commence à l'utiliser pour ce que c'est et en profite, pour moi, ça va. Après, le projet, effectivement, la lecture qu'on a de l'extérieur, c'est que on se pose beaucoup de questions. Enfin, pour l'expérience qu'on a des pratiques des dirigeants des pays africains, tu vois, c'est que ils vont finir par nous la faire à l'envers à un moment, tu vois. Donc on est méfiant quand on entend ce genre d'initiative. C'est vrai que bon, moi, en tant que bitcoiner, je suis hyper enthousiaste par rapport au truc. Quand on essaie de lire les choses derrière, bon, après, je comprends parfaitement. Mais bon, rentrons un peu dans le vif du sujet et soulever les problèmes que pourrait résoudre Bitcoin, que vous avez relevé dans votre dans la vidéo que j'ai vue de Richard. Alors, juste une petite chose peut-être sur le rôle de l'État quand même. Oui, Bitcoin n'a pas besoin de l'État, mais quand même, surtout en RCA, l'État peut énormément favoriser l'adoption, et ne serait-ce que par les infrastructures. Donc, si l'État déploie des infrastructures de télécommunications, s'il commence à payer les fonctionnaires en Bitcoin, il y a tout un tas de mesures qui pourraient accélérer l'adoption. La grosse différence, c'est qu'en Occident, et bon, dans 99% des pays du monde d'ailleurs, l'État, dans le meilleur des cas, nous fout la paix, et dans le pire des cas, est un obstacle, est un problème. Là, au Salvador et en RCA, le message qui est envoyé, c'est on va vous souffler dans le dos. Bitcoin et les cryptos ne sont pas un problème, faites. Ça fait quand même une grosse différence. Moi, si je suis en Suisse, c'est surtout parce que l'administration me cassait trop les pieds avec la réglementation. Donc voilà, c'est... Aussi, il y a au Nigeria, par exemple, le Bitcoin, c'est quelque chose d'illégal pour l'instant sur le territoire. Pourtant, on sait qu'il y a 40% de la population qui l'utilise déjà. Tout à fait. D'un côté, on a besoin de l'État pour pouvoir favoriser son adoption. D'un autre côté, si l'État ne veut pas, le Bitcoin sera adopté si la population le veut. Mais c'est vrai que si l'État permet la mise en place d'infrastructures dans le minage, dans l'électricité, dans le réseau Internet, etc., ça va le favoriser. Yes. On te laisse continuer, désolé. Non, t'inquiète, Richard. Donc, au titre des problèmes que Bitcoin peut résoudre dans ces pays-là, je veux qu'on parle de deux en particulier qui m'ont interpellé assez fortement dans ta vidéo, Richard.
Le premier, c'est le problème de disponibilité des pièces et des billets dans l'économie. En fait, c'est un vrai problème pour les populations. Pour illustrer un peu, depuis toujours, d'aussi longtemps que je me souvienne, il y a toujours eu des problèmes de monnaie. Donc les gens sont contraints par les commerçants de faire la pointe. Sinon, ils n'auront pas leurs marchandises, tout simplement. Ils ne pourront pas transactionner. Ou on se retrouve à utiliser des subterfuges. Tu vois, ce que tu as montré dans la vidéo, le petit papier, donc l'avoir, ça, c'est pas la manière la moins élégante, hein. Il y a bien pire. Et je peux te dire que dans des centres commerciaux, tu peux te retrouver à la caisse quand règles ton achat, on te remet des friandises ou une boîte d'allumettes, par exemple, Excellent. à titre de monnaie, parce qu'il n'y a pas suffisamment de billets de pièces. Pour te dire, même dans les pharmacies, ça arrive que tu partes acheter un médicament et il n'y a pas suffisamment de monnaie, donc on te remet Un une thermomètre boîte de entier. paracétamol. Même pas le thermomètre. Paracétamol parce qu'on sait que c'est quelque chose, c'est un médicament qui est utilisé tout le temps pour soigner les migraines, les débuts de palu et tout. Donc on te donne du paracétamol à titre de monnaie. C'est vraiment un gros problème et que les gens se rendent compte que Bitcoin permet de résoudre ça parce que pour, pour plein d'avantages, c'est quelque chose d'assez top. Et le second élément, c'est le mobile money. Le Alors, juste mobile... sur le Oui. premier élément, juste, il y a deux choses importantes. C'est que Mhm. le premier, oui, c'est un problème, et en plus, c'est un problème qui est très facilement, dont la solution est très simple avec Bitcoin. Je veux dire, enfin, pour les Occidentaux, c'est même pas une question qu'on s'est jamais posée, quoi, la divisibilité de la monnaie. Donc voilà, c'est déjà un truc qu'on peut régler dans 5 minutes. Mhm. Et la deuxième chose, et moi ce que j'adore, c'est de voir l'inventivité des gens. Parce que souvent, en Occident, quand on parle, c'est pour ça que je disais excellent, super, c'est un problème, hein, je dis pas que c'est. Mhm. Mais en Occident, on a tendance à se représenter un pays en difficulté économique, si je caricature, comme une bande de gars qui savent pas trop quoi foutre de leurs 10 doigts, ils sont un peu incapables, faut les aider, faut leur amener des choses, enfin, voilà, faut leur envoyer des aides, quoi. Parce que les pauvres, quand même, ils sont quand même pas très doués. En réalité, quand on regarde la façon dont les gens ont de résoudre les problèmes qui se posent, mais les handicapés, c'est nous, hein. Moi, quand je vois les voitures à Bangui, les gars, ils ont rien. Le salaire moyen, c'est entre 50 et 100 balles par mois. Donc, les voitures qu'ils ont, bah, c'est toutes les épaves qui partent de chez nous. Mais sauf que nous, c'est des épaves. Mais eux, ils les font rouler. Tout à fait. Je me disais, mais moi, cette caisse-là, on me la donne, je sais pas quoi en faire. Enfin, quand je vais dans le resto et qu'elle me fait son petit bout de papier en me disant c'est valable 48 heures, on s'arrange, tac, tac. Ou alors tu me dis, bah tiens, je te file du paracétamol. Ou... En fait, c'est un système débrouillardise qui est très puissant. Nous, t'enlèves le cash dans les magasins, les mecs, ils sont en PLS. Ils savent plus quoi faire. On appelle le chef. On appelle l'État, on en appelle au ministre. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mhm. Dans ces pays, moi, ce que je vois, c'est que les gars, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné l'idée d'être aidés Mhm. et que du coup, ils se débrouillent par eux-mêmes parce que bien souvent, les aides, elles n'arrivent pas jusqu'aux gars qui en ont besoin, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça assez fantastique en fait de voir les relais d'intelligence qui pallient les problèmes qui leur tombent dessus, quoi. Ouais. Et justement, un de ces relais-là, qui était très marquant, c'est le mobile money, finalement. Donc, les gens ont des téléphones partout. Tu sais, le taux de pénétration du mobile en Côte d'Ivoire, c'est de 160%. Imagine, 160%. Je te demande, mais d'où ça vient? C'est très fréquent de voir des gens qui ont deux téléphones. Parce que c'est du post-payé, c'est du prépayé, pardon, c'est pas des abonnements. Donc les gens essaient de profiter des avantages de chacun des opérateurs. Donc ils ont plusieurs téléphones, plusieurs puces de plusieurs opérateurs. Ils profitent des offres et des avantages de chacun des opérateurs. Donc le téléphone mobile a fait une percée qui est fulgurante dans la population. Donc on s'est dit, bah, pourquoi ne pas utiliser ça comme vecteur pour améliorer la bancarisation des gens, leur permettre d'avoir accès au système financier. Donc c'est comme ça que le mobile money a été introduit dans ces pays-là. Et en 10 ans, ça, ça a eu une croissance extraordinaire. Bon, moi, au titre de mon boulot, j'étais commissaire au compte de certaines compagnies de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans, quand on faisait l'audit, le revenu mobile money, c'était négligeable. On s'en préoccupait même pas. C'était en dessous des seuils, donc on regardait pas. Aujourd'hui, c'est
tellement important que les compagnies de téléphonie mobile ont été obligées de créer de nouvelles entités pour gérer l'activité mobile money. Et puis la réglementation l'a imposé, mais c'est te dire comment ça a explosé en 10 ans en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être autour de 70%, 60-70% de pénétration des services de mobile money. Donc les gens sont habitués à utiliser leur téléphone et à utiliser de la monnaie électronique. On s'en rend pas compte, mais enfin, et tu le relevais dans la vidéo, c'est de la monnaie, tu vois. C'est de la monnaie digitale, ces services de mobile money. Et utiliser, enfin, ça facilite, on va dire en quelque sorte, l'adoption de Bitcoin parce que les gens sont habitués à transacter avec leur téléphone. Et tu as l'outil qui est, enfin, c'est ça en bien mieux, tu vois. Tu as l'avantage de pouvoir transacter à l'international, ce qui n'est pas le cas avec le mobile money. Le fait que bah, les frais de transaction sur le mobile money, c'est quand même élevé, hein. Je pense que ça montait jusqu'à 5% récemment. Bah, il y a eu la concurrence des fintech qui est venue faire baisser les C'est moins frais que Western significatifs. Union, mais c'est déjà élevé. Ouais. Mais c'est déjà élevé, effectivement. Bah, quand en face, tu as quasiment pas de frais avec du Mais Lightning. en fait, tu sais, ça fait vraiment, il y a quelque chose de très précieux dans ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en fait, la monnaie, le concept de monnaie, c'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit humain. La première monnaie qu'on utilisait, c'était la parole. Quand on est dans une famille ou dans un village, le troc, ça n'existe pas. Tu vas voir ton voisin, tu lui dis écoute, j'ai besoin de foin, il te file sa botte de foin, et qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis je te revaudrai ça. Voilà. Mhm. Et ben ça, c'est une monnaie. La première monnaie, c'est la promesse, par la parole. Et le premier livre de compte, c'est la mémoire. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un besoin humain d'échanger avec les autres, et du coup, la monnaie qu'on utilise, c'est une incarnation de ce besoin. C'est un véhicule. Alors au début, c'était la parole. Et puis quand on commence à commercer avec des gens qu'on revoit pas tous les jours, bah, la parole, c'est un peu compliqué parce que c'est pas la mémoire passe et s'efface, même entre gens de bonne compagnie, hein, de bonne volonté. Donc finalement, on a cherché des trucs, voilà, qu'on a trouvé autour de nous. Et puis on a commencé à utiliser des monnaies marchandises. Ça a pu être du sel, des coquillages, des ce qu'on veut, des voilà. Et puis à un moment, ça s'est porté sur l'or, parce que l'or, ben, c'est l'objet le plus pratique ou le moins mauvais qu'on ait eu sous la main pour incarner ce besoin. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à Bangui, on voit que ça peut être un bout de papier dans un restaurant, ou de la mobile money, ou du paracétamol en Côte d'Ivoire, ou j'en sais rien. Et en réalité, il faut pas se dire ce sont des monnaies. C'est le bon raisonnement, je pense, c'est de dire le besoin de monnaie s'incarne dans l'objet qui est le plus facile et le plus adapté à ça. Et en fait, tout le monde est d'accord pour dire que l'or a de la valeur, et moi je trouve ça très rigolo parce que en soi l'or, ça sert à que dalle. Si on accepte les deux trois usages de bijouterie où tout le monde dit oui, ça fait de la bijouterie, je suis d'accord, mais bon, on a Gilles Cadignan qui sert de Bitcoin pour horodater des papiers. C'est pas le premier but de Bitcoin, c'est pas l'horodatage, donc c'est pas ça qui fait sa valeur, mais bien sûr que ça, voilà. Et du coup, l'idée, c'est que l'or, pour moi, c'est la monnaie de base, parce qu'à chaque fois que les monnaies d'État, les monnaies dettes viennent dans des excès trop violents, c'est l'or, la corde de rappel. C'est le prix de l'or qui monte et ça calme tout le monde. Quand Poutine, on a essayé de lui dire ton rouble, il vaut rien, il a dit, bah moi, je fais un lien entre le rouble et l'or. Et là, les marchés ont dit, attends, le rouble, ça vaut quelque chose. Et tac, et le prix du rouble est remonté instantanément à sa valeur de marché. Donc l'or, c'est le gardien, que ce soit bien ou pas bien, hein, peu importe, mais l'or, c'est vraiment le gardien de la valeur. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Bitcoin, eh ben, c'est un objet spontané qui émerge du sol, qui émerge du terrain, parce que ça vient pas des banques centrales, hein, ça vient du terrain, ça vient de la société. Et en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est peut-être bien le prochain objet qui va incarner ce besoin de monnaie. Dans le sens où, quand on a la mobile money, eh ben, on n'utilise plus le paracétamol. Et quand on a une carte bleue avec un système bancaire qui fonctionne, on n'utilise plus la mobile money. Et quand on a de l'or qui marchait bien, eh ben, la carte bleue, on la met en concurrence. Et quand on a du Bitcoin, logiquement, l'or devrait devenir un scam. En fait, entre l'or et le Bitcoin, dès l'instant que les deux existent en même temps, il y a un scam. Soit c'est le Bitcoin, soit c'est l'or. Et logiquement, le besoin de monnaie devrait s'incarner dans le truc le plus pratique. Et a priori,
pour utiliser les deux, c'est quand même Bitcoin. La bonne monnaie efface la mauvaise. Mais tu vois, il y a une émergence spontanée d'un besoin collectif et humain. Et c'est pour ça que les maxis ont raison de dire Bitcoin, c'est pas pareil. Bitcoin, c'est pas les alts. Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas Bitcoin, c'est l'incarnation du besoin de monnaie. Et les alts, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, quand les maxis disent tout le reste c'est de la merde, je dis non, c'est pas de la merde, mais c'est comme comparer des camions avec des vaches, quoi. C'est juste pas la même chose. On parle pas du tout du même sujet. Et quand on dit les cryptos, la première crypto c'est Bitcoin, c'est bah non les gars, non, Bitcoin c'est pas une crypto, c'est la monnaie. Tu vois la différence? Et c'est vraiment marrant, on est en train de vivre un changement d'incarnation monétaire. Et ça, c'est vraiment particulier, ça. Et ce qu'on vit aussi, c'est la séparation du pouvoir monétaire et le pouvoir de l'État. C'est aussi quelque chose d'important. Il y a deux sociétés économiques qui sont en train de- une société ancienne et une nouvelle société économique. Ou d'un côté, tu m'arrêtes Richard si je me trompe, mais donc d'un côté tu as une économie inflationniste basée sur une monnaie qui est centralisée, qu'on peut imprimer à l'infini, qui pousse à la consommation, puisque au final, demain, ce que tu veux acheter aujourd'hui va te coûter plus cher, et donc ça va pas te pousser à épargner. Alors que de l'autre côté, tu as une économie qui est basée sur une monnaie qui est déflationniste, parce qu'il y en a un certain nombre et qu'on ne pourra plus en créer, et qui est décentralisée, qui n'est gérée par personne, qui n'est pas gérée par des États. Donc d'un côté, tu as cette séparation du pouvoir monétaire et le pouvoir de l'État, et d'un autre côté, tu as cette économie qui est basée sur une monnaie déflationniste par rapport à une autre économie qui est basée sur une économie inflationniste. Donc, est-ce qu'on pousse à consommer n'importe quoi, n'importe quand, ou est-ce qu'on pousse à justement épargner, à pouvoir mettre de côté pour vivre de manière plus décente pour tout le monde, en fait, pour avoir une répartition des richesses plus équitable, en fait. Et ben, tu sais que ce que tu viens de dire, en fait, c'est très amusant aussi. Je trouve ça génial parce que, en fait, le régime de gestion monétaire, inflationniste, déflationniste, neutre, etc., c'est très lié au régime de croissance économique et à l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'inflation, dans un régime en décroissance, on est en décroissance depuis les années 70 à peu près, physiquement. Eh ben, c'est un impôt sur les pauvres, l'inflation. Parce que quand vous imprimez de l'argent, si ça sert pas à débloquer une création de richesse qui est comparable et symétrique, eh ben, au final, c'est les gens qui ont l'argent en premier qui peuvent acheter les biens qui sont déjà existants moins cher que les autres, puisqu'ils ont eu des billets imprimés. Donc en fait, l'inflation aujourd'hui, c'est pour ça que ça ulcère tout le monde, c'est parce que c'est un impôt sur les pauvres. L'inflation est un impôt sur la pauvreté. Faut bien le comprendre. Dans un régime de croissance stable ou en déflation. Mais si on avait été dans les années 70 et que on avait pondu Bitcoin en 65, Bitcoin aurait très probablement été inflationniste. Parce que quand vous avez une croissance de richesse en quantité, eh ben, si vous avez une monnaie qui est inflationniste, ça permet de débloquer plus vite grâce au crédit cette création de richesse. Par contre, quand vous changez de régime, parce que le monde est ainsi fait qu'il est cyclique, eh ben vous prenez un retour de manivelle, c'est ce qu'on est en train de prendre, parce que la dette, à un moment, devient un problème. Mais en fait, il faut toujours regarder ces histoires de monnaie en fonction du contexte économique dans lequel elles sont raccrochées. Et on a un peu trop tendance à l'oublier, parce que maintenant on dit ouais, un régime déflationniste sur la monnaie, c'est génial, parce que ça permet de limiter la consommation, parce que ça permet d'avoir une société sobre, ce qui est vrai, et ça favorise l'épargnant contre le consommateur. Mais ça, c'est un truc de 2020. Il y a 50 ans, on ne voulait pas limiter la consommation, on voulait l'accélérer. Tout à fait, tout à fait. Et là, quand on le présente, une des particularités de Bitcoin, c'est le fait que finalement, l'État perd le contrôle de l'émission de la monnaie. Et justement, il y a une réaction de l'organisme en charge de la gestion du CFA en République centrafricaine, en réaction à la loi Bitcoin qui a été promulguée par le président Touadéra,
Ça a été quoi finalement le retour les commentaires du gouvernement centrafricain face à cette réaction? Parce qu'il me semble que ça a été fait pas loin pendant que vous y étiez, pratiquement. Est-ce que vous en avez discuté? Bah, le CFA, il est pas plus problématique que le rôle dollar ou la couronne suédoise. C'est la monnaie d'un État, c'est la monnaie d'un État, et l'État fait bien ce qu'il veut avec. Alors le CFA, il est dirigé par la France, et il y a des sujets vis-à-vis de ça, mais ça, c'est des questions politiques qui Mhm. regardent la Centrafrique avec la France, avec je sais pas qui. Donc on Ok. peut, moi j'ai dit tout un tas d'horreurs sur l'euro et le dollar, hein, donc ça me dérangerait pas de balancer sur le CFA ou il n'y a pas de sujet. Mais là, si on veut parler de Bitcoin, c'est important en fait de séparer ces deux sujets. Parce que d'un côté, il y a un terrain politique qui appartient au gouvernement, et de l'autre, j'ai envie de dire, il y a la réalité qui appartient aux gens. Donc en gros, laissons bien les gouvernements se débrouiller avec leur monnaie et faire ce qu'ils en veulent. Et Mhm. nous, par contre, pour ce qui nous concerne, on va expliquer aux gens comment utiliser Bitcoin. Et puis après, c'est les gens qui arbitreront. Mais Oui, plus on va vers une critique des monnaies, plus on va vers une friction à l'adoption de Bitcoin. Donc en fait, et je m'en suis bien rendu compte là ces derniers temps, c'est pas la peine de balancer sur les monnaies d'État. Bah, je veux dire, les gens qui fabriquaient des calculettes, ils passaient pas leur temps à dire que le boulier c'est pourri, quoi. Mhm. c'est Juste fais ton truc et voilà. ce que dit Richard, c'est intéressant parce qu'en gros, il faut pas critiquer frontalement le franc CFA. Alors moi, j'ai un avis dessus sur le fait que ben, la gestion monétaire. Enfin, j'imagine mal l'euro se faire gérer par Shanghai. Mhm. Je pense pas que les Européens accepteront ça. Mais il ne faut pas aller combattre le franc CFA. Il faut justement pousser à l'adoption du Bitcoin pour montrer que c'est une monnaie qui est facile et efficace. Et petit à petit, ça va se faire naturellement en fait. Il ne faut pas essayer que l'État à un moment se dise ah non c'est fini le franc CFA. Ça va, comme dit Richard, ça va mettre des frictions, ça va mettre des batailles qui sont inutiles et les deux camps vont perdre beaucoup de dents pour rien. Alors que si de notre côté on fait juste que expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser le Bitcoin et que c'est facile et efficace, ça sera naturellement que le franc CFA va disparaître petit à petit. Parce qu'il n'y aura pas l'utilité, comme dit Richard, l'être humain va d'office aller vers la technologie monétaire qui est la plus appropriée, Sans point à heurts la ni limite, violence. sans heurts ni violence, c'est ça. Euh, Ça va bien Après, se passer, dans le calme. c'est ça, exactement. Ouais, tu verras que, en fait, le sujet du franc CFA, c'est un sujet qui est hyper clivant dans nos pays. C'est hyper clivant. Et Raison de donc, plus. c'est ça. Dès que quelque chose s'en rapproche, immédiatement, tu auras des positions fermes dessus qui sont extrêmes, tu vois. Donc, tu as des gens, immédiatement, quand il y a eu la loi RCA qui était en mode, ah, on a trouvé un moyen de s'affranchir du CFA, de s'affranchir de la monnaie néocoloniale, enfin post-coloniale et tout. Donc, c'est forcément un bon truc, donc tu vois. Et il y a des gens qui bloquent immédiatement. Pour nous, la monnaie, c'est le CFA. Toute autre monnaie, c'est de la merde, on ne veut pas se rapprocher. Encore quand on considère tout ce qu'il y a comme poncif autour du Bitcoin et tout. Donc ça clive encore plus en fait. Enfin, ça rend le débat encore plus compliqué, tu vois, concernant Bitcoin quand ça se rapproche aux monnaies, au Après, CFA en après, particulier. arrête-moi si je me trompe, mais le gouvernement en RCA n'est pas contre le franc CFA. Ouais, tout à fait. Il ne Mhm. dit pas on va contrer le franc CFA, on va sortir de la zone de la zone CFA. C'est pas ça le message du gouvernement. Ils veulent continuer à avoir des relations de partenariat avec les différentes institutions. Ils sont pas contre, ils sont pas en train d'interdire le franc CFA sur le territoire. Ils Mhm. sont en train de mettre un outil supplémentaire comme monnaie sur leur territoire à eux et non pas ce discours d'anti-CFA. Enfin, je pense, c'est pas le message que j'ai. Après, pour pas éluder la question, en vrai, la question du franc CFA, pourquoi elle est politique? Déjà parce qu'il y a une gestion par un pays étranger. Donc déjà, de base, ça frotte. Ça, c'est sûr. Comme disait David, s'il y avait des Ricains ou des Chinois qui venaient en disant, bah alors l'euro, on va imprimer tant, c'est sûr que voilà, ça poserait deux, trois sujets. Voilà. Donc ça déjà, mais au-delà de cet aspect politique,
il y a surtout la question de la stabilité de la monnaie par rapport, est-ce qu'on prend la monnaie, on en veut une monnaie stable ou est-ce qu'on veut une monnaie qui s'adapte aux besoins de gouvernance de l'État? En gros, l'État veut faire un pont, il imprime des billets, ou alors on lui dit, bah non, tu veux faire un pont, et prélève de l'impôt. Et ça, c'est un autre sujet, et en fait, on a à peu près le même en Europe avec l'euro. C'est-à-dire que l'euro, aujourd'hui, si les Grecs peuvent pas imprimer des euros comme ils ont envie. Et ça a posé des problèmes. Et le fait de fixer le taux de change aussi, ça pose d'autres questions au niveau économique. Quand on fixe le taux de change entre la RCA et l'Europe, et la zone euro, eh ben, ça pose des questions d'écart de productivité et de compétitivité, comme pour les Italiens et les Grecs. Donc, en fait, c'est un débat monétaire qui est très intéressant, mais il est beaucoup trop, il est très politique, parce qu'il y en a qui vont vous dire, si je suis un peu allemand sur les bords, ils vont dire, ah, la stabilité de la monnaie, il y a que ça de vrai, pas d'inflation, et puis il faut une monnaie rigoureuse. La monnaie passe avant l'État, passe avant les entreprises, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Chine, enfin, c'était le cas en Allemagne avant l'euro, et c'est le cas en Chine. Le yuan est solide parce que la Chine se voit en pivot de l'Asie et du coup, elle garantit une stabilité du yuan pour toute la zone. Et puis, vous avez les Français, les Grecs, les Italiens qui disent « Oh, bon, vous savez, la stabilité de la monnaie, c'est surtout ce qui est important, c'est le niveau de chômage dans le pays, c'est la croissance, c'est le développement de l'industrie interne et la protection face à l'externe. » Et c'est pour ça que la lire italienne, elle était dévaluée régulièrement, toutes les quelques années. Et puis, voilà, on savait que les Italiens, ça marchait comme ça. Et ça les empêchait pas d'avoir un tissu économique interne très développé, mais local. C'est-à-dire, quand vous étiez italien, vous aviez de la Fiat pas chère en voiture, mais vous achetiez pas BMW parce que votre lire valait pas grand-chose face aux marques. En fait, tout ça, c'est des questions éminemment politiques parce que ce sont des choix politiques. Bitcoin, le choix, donc du coup, quand on rentre là-dedans, on va forcément à la castagne. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en RCA ou en France ou n'importe, voilà, c'est toujours la même chose derrière. Bitcoin fait un choix différent. On dit si on met Bitcoin au centre du jeu, on enlève l'instrument monétaire de la question. L'instrument monétaire, comme l'or, c'est exactement comme l'or. On peut avoir de l'or et l'euro et du franc CFA et tout ce qu'on veut. Parce que l'or, c'est une corde de rappel et une réserve de valeur à long terme. Qu'il y ait de l'or à Genève, à New York, à Bangui ou où qu'on veut, ça choque personne dans le fond. Tout le monde sait que les gens, ils ont un peu d'or par-ci par-là. Les Français en ont énormément dans les jardins et dans les greniers de l'or. Et ben les gars qui sont pour l'euro, ça les traumatise pas. Bitcoin, faut le voir de la même façon. Alors après, le side effect avec Bitcoin, c'est qu'il est beaucoup plus pratique que l'or sous tout un tas de formes. Donc peut-être qu'il va s'imposer, mais ça ne sera pas du jour au lendemain, et ça se fera dans le temps, progressivement. Donc les questions monétaires, moi j'adore ça, mais quand on est dans un conflit hautement politique entre plusieurs États, en fait, on s'en fout. Voilà. Ça n'a pas d'importance. On peut s'en passer. On peut parler de Bitcoin sans parler de la question monétaire. C'est intéressant que tu parles de stabilité, de la monnaie, parce que moi, il me semble que c'est un des éléments, un facteur de blocage majeur des populations des pays d'Afrique francophone. Tu sais, parce que ces populations elles sont habituées à la stabilité. Le cours du CFA, il est stable par rapport à l'euro. Donc, il y a une certaine forme de stabilité dans laquelle on se complaît et qu'on est habitué. On est habitué à ça depuis des dizaines d'années, tu vois. Et donc, quand on parle, quand on essaie de visualiser une monnaie qui, elle est hyper volatile, non, c'est hors de question. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Ça fait tousser, Comment ? Ça fait tousser 100% de vol par an. Hein. Ça, c'est sûr. C'est absolument sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, les pays anglophones d'Afrique, tu vois, comme le Ghana ou le Nigeria, où eux, ils ont une monnaie c'est une inflation à 2 chiffres là-bas, tu vois. Donc, c'est encore plus volatile que le Bitcoin. Donc, dans ce cas-là, stop votre truc.
Et donc là-bas, les gens, ils y vont, ils y vont franco, tu vois. Donc ils se mettent à utiliser du Bitcoin, mais parce que la volatilité, ça les effraie pas. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les Eh pays ben, d'Afrique la francophone. volatilité, c'est un vrai sujet et il y a les copains de chez Galloy Money, donc Nicolas Burtet, qui ont bien compris ça et qui travaillent justement à des stablecoins sur la layer Bitcoin. Et donc Lightning Network, pour être précis, sur Bitcoin. Et ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir marier les deux. C'est-à-dire que, en gros, je prends des oracles qui regardent le cours de l'euro, du franc CFA, de la pomme de terre ou de la voiture d'occasion, ce qu'on veut. Et sur cette base-là, je mets des bitcoins en collatéral et j'obtiens un bitcoin stable, un bitcoin CFA, un bitcoin patate, un bitcoin euro, ce qu'on veut. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, il y a des outils financiers qui permettent de se couvrir contre la volatilité. Et là, ce qui est ils sont en train de bosser dessus chez Galoy, c'est de mettre ça sur Bitcoin. Et même moi, pour gérer mes boîtes, parce que je les débancarise, mes boîtes, j'ai presque plus de banque dans mes sociétés, c'est une peignée, la volatilité de Bitcoin. Quand vous avez des factures à payer dans 3 mois et que vous vous dites, Inch'Allah, j'espère que ça va bien se passer. J'ai ouvert une société la semaine dernière et il fallait mettre les bitcoins sur le wallet pour le montrer aux fiduciaires avant qu'ils l'emmènent au greffe. Tu dis bon bah ouais ils font vite maintenant parce que Si donc ça c'est un baisse, vrai tu vois. sujet, c'est un vrai sujet. Mais les gars ils travaillent et ce qu'il faut comprendre c'est que Bitcoin ça évolue fortement. Je veux dire Lightning Network c'est récent, ça permet, on va sortir un papier dimanche là, alors je sais pas quand sera diffusé le truc mais dimanche sera quelle date histoire de hop, dimanche on sera le 12 donc le 12 juin on va sortir une vidéo sur la mise à l'échelle des systèmes de paiement classiques et Bitcoin Lightning Network. C'est un papier de Michel Kazaka Ah, on l'attendait depuis longtemps, ce où on papier. démontre que Bitcoin plus Lightning Network, ça éclate tout le système de paiement classique, tant en volume qu'en efficience. Donc voilà, en gros, c'est ça la conclusion. Et ben, une fois que vous avez dit ça, ça c'est très récent. Lightning Network, ça date de quelques années. Et là, on 2018, a je crois. encore les copains de chez RGB, donc toujours en Suisse, les copains qui travaillent sur le protocole RGB, qui est une layer 3, qui va permettre encore d'apporter des fonctionnalités à Bitcoin pour gérer les wallets, notamment de façon beaucoup plus souple et dans des organisations. Et une fois que vous avez un stablecoin, et une fois que vous avez un wallet qui permet de déléguer des budgets, de gérer les signatures, etc., là, vous commencez vraiment à être bien dans la gestion d'une boîte. Mais en fait, tout ça, c'est très récent. Bitcoin, ça date de 2009, les gars. On est en train de vivre une révolution monétaire dans un laps de temps qui est inégalé. Je veux dire, le jour où le premier être humain s'est dit, tiens, l'or, c'est marrant, ça pourrait être utilisé comme ça, et le jour où l'or était généralisé sur Terre, il a dû se passer quelques siècles, voire milliers d'années. Donc, et nous, on voit ça en 10 ans et on se dit, bon, les gars, ça fait 6 mois, là. On est en retard. Exactement. Oui, il y a plein de problèmes, mais en fait, ils seront traités un par un et franchement, ça annonce du joli, quoi. J'ai une question que je pose à tous mes invités. C'est qui est-ce qu'ils aimeraient voir invité dans ce podcast pour bavarder avec moi de Bitcoin? Francophone ou, Yes. Bah, il y a Fodé. Fodé, oui. J'ai 60% de mes invités qui me répondent Fodé. Et je continue de faire du pied de gauche. Mais normalement, on devrait se voir bientôt à Surfing Bitcoin. Donc, Après, une personne, bon, c'est une personne qui connaît très très bien le protocole. Tu l'as nommé au début, Gilles Cadillon, Ouais. qui je pense a une très très belle connaissance du protocole, très belle connaissance de ce qui se passe sur ce secteur-là, qui se dit maximaliste, toxi-maximaliste, c'est ce mot à lui. Hein. Je ne parle pas derrière son dos, hein, c'est vraiment lui qui se dit ça. Mais je pense qu'il a vraiment une belle perception de ce qui se passe, technique, et qui n'a pas de... qui est passionné, en fait, qui n'a pas réellement d'intérêt autre que de la passion. Alors oui, il a une boîte dedans, mais c'est quelqu'un qui est très très passionné par le sujet et qui pourrait
peut-être d'un beau partage, je pense. Ah, Gilles, il est possédé, hein, c'est clair. On le voit Et- sur Twitter. Et en plus, c'est quelqu'un, moi, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a beaucoup de bienveillance. Oui. Alors, des fois, il est chiant parce que avec ses trucs, tout le reste, c'est de la merde, etc. Mais on discute beaucoup de ça et il est très ouvert, en fait, à la réflexion. Et moi, j'aime beaucoup Gilles parce qu'il est bienveillant, il connaît très bien le protocole. Et c'est le genre de gars, vous lui donnez un casse-noisette, on lui dit tiens, c'est marrant parce que si je le mets comme ci, comme ça, je pourrais en faire un avion. C'est-à-dire que Bitcoin, à la base, c'est un système de paiement électronique, c'est écrit dans le truc. Et lui, il en a fait une pendule pour redater les documents Ouais. des entreprises qui ont besoin de timer. Et lui dit oh, mais c'est une time chain, c'est écrit deux paragraphes plus loin. Tu vois, d'accord, mais bon, vous n'êtes pas nombreux à utiliser ça comme ça. Et c'est vraiment bien parce que du coup, à chaque fois que je parle de Bitcoin, je dis l'or, il y a une valeur intrinsèque, c'est la bijouterie. Et en fait, Bitcoin, il y a une valeur intrinsèque par bolide, c'est de redater des documents, ce qui est vachement important comme processus. Je veux dire, sans ça, c'est clé. On fait rien si on n'a pas ça dans beaucoup de cas. Donc, non, ouais, belle personne, Gilles. Après, il y a aussi Nour qui a beaucoup contribué à ce qui se passe au Salvador. Mhm. Elle est francophone, enfin elle parle français, elle parle plein de langues, mais elle parle aussi français. Mhm. Qui je pense est aussi très bienveillante dans le domaine. Puis elle vient de la terre, elle vient du terrain. Enfin, Oui, elle vient du terrain. C'est une personnalité, c'est une personne qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup vu et qui peut partager beaucoup de choses, je pense, sur ta chaîne. Ok, parfait, c'est bien noté. En tout cas, merci beaucoup, David Richard, d'avoir participé à cet épisode. Et puis, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine quand tu veux. Merci, Prince. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.